Alors Marcel Gauchet, merci de votre présence ce soir. Il a été précisé que vous êtes directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes arrivé à cette école dans les années 80 en rencontrant François Furet, Pierre Nora, qui ont marqué votre parcours, bien sûr. Votre parcours a été marqué également par l'intersection avec des hommes comme Cornelius Castoriadis, votre maître en philosophie qui était Claude Lefort, je crois qu'on peut le désigner de cette manière, je pense, hein, d'accord. Pierre-Rose Vallon, vous avez fréquenté également, Jacques Julliard. Bref, vous avez réussi et vous avez su développer une pensée originale, démocratie, république et nation. Alors, nous évoquons brièvement ces notions avant d'aller progressivement à votre réflexion sur les ressorts du fondamentalisme islamique et la question de la laïcité. Démocratie, république, nation. On pense souvent que ces trois notions sont superposables. Elles ne le sont pas. Il y a des républiques qui ne sont pas démocratiques du tout. Il y a des démocraties qui ne sont pas républicaines, par exemple les monarchies constitutionnelles, et qui fonctionnent parfaitement bien si on en croit l'actualité. Et puis il y a l'idée de nation. Alors quand je parle de l'idée de nation, moi je me réfère toujours et avec beaucoup de plaisir à ce que Ernest Renan en disait en 1882, on y reviendra dans une seconde. Or, le concept, l'idée de nation a été laissée à l'extrême droite depuis... Le peuple a été laissé à l'extrême gauche et la nation a été laissée à l'extrême droite. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, démocratie, plusieurs de vos livres portent le titre, république, nation, quel est votre éclairage à la fois d'historien et de philosophe politique sur ces notions qui sont pour nous fondamentales, quand bien même leur complexité n'est pas toujours comprise au niveau où elle le devrait. Oui, ce sont des idées en effet apparemment simples et en réalité très compliquées. Il suffit d'avoir eu à les expliquer à des enfants, par exemple, pour mesurer l'abîme où ça vous met tout de suite. Je dirais, pour aller vite, la nation est la base, parce qu'elle suppose une communauté politique où les gens se comprennent, question de langue, c'est pas nul, hein, des démocraties multilinguistes, ça existe, de multilangage, ça existe de par le monde, la démocratie indienne étant le grand exemple. Je ne suis pas sûr que ça corresponde à quelque chose dont nous aurions vraiment envie. À l'échelle européenne, en tout cas, on se comprend, on a des références en commun, et donc on peut valablement décider en commun. De la nation, on passe assez logiquement à la démocratie. Pouvoir exercer en commun, donc avec un idéal de participation citoyenne. Et la République, dans l'acception française, qui est assez originale, bon, il y a un sens trivial du mot république, c'est le contraire de la monarchie. C'est-à-dire le pouvoir est électif, mais en effet, un pouvoir électif peut d'abord être censitaire. Ah oui, il l'a été d'ailleurs. Il l'a été. Il a été longtemps. Hein. Il l'a été longtemps. Il peut être oligarchique. Absolument. La République helvétique dont nous parlions tout à l'heure avait, par exemple, un très fort, jusqu'à une date récente, elle le garde peut-être, un très fort caractère oligarchique. Au contraire... Castoriadis a également caractérisé la République française comme oligarchique. Mais elle l'est. C'est pourquoi elle n'est pas une république, au sens français du mot. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le legs de la Révolution qui, de ce point de vue, reste toujours à revisiter. C'est l'idée que nous avons une puissance publique qui est chargée de l'exécution de la volonté générale. Cette puissance publique, elle est une de nos particularités, hein, c'est-à-dire avec un idéal de rationalité collective. Cette puissance est faite pour être partagée. Et ça veut dire essentiellement deux choses. L'argent public et les fonctions publiques. C'est là la spécificité de l'idée républicaine à la française, c'est d'essayer de tirer toutes les conséquences philosophiques de ce que veut dire un pouvoir qui appartient et est responsable devant le peuple. C'est un pouvoir où toute
les ressources de la collectivité sont à la disposition de la décision collective. C'est une société où toutes les fonctions publiques sont exercées dans l'esprit de neutralité et tout. C'est des principes bien connus de la fonction publique française. Neutralité, impersonnalité, recherche de l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. Est-ce que ce modèle idéal est en vigueur dans notre pays aujourd'hui? Je crois qu'on pourrait assez facilement faire la liste de toutes les exceptions à ces règles constitutives. Ce pourquoi l'idée de république est en fait, à mes yeux, le couronnement de l'idée de démocratie, parce que quelque respect que nous puissions avoir pour les monarchies constitutionnelles européennes qui sont effectivement des démocraties, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les interventions de la reine d'Angleterre dans la vie politique de nos amis britanniques perturbent beaucoup le processus bien sûr que non. Il n'empêche qu'au plan des principes, l'idée d'un pouvoir qui échappe à la décision collective et qui représente une sorte simplement de tradition historique intangible sur laquelle on ne peut pas se prononcer est extrêmement choquante du point de vue de la logique républicaine. Mais il faut... Alors, effectivement, pragmatiquement, vous direz, ah, mais tout ça, c'est des arguties. Non, ce sont des principes qui comportent d'énormes conséquences pratiques dès qu'on veut bien les creuser. Les Français ont oublié qu'ils étaient une république et ils ont à retrouver le sens de ce que cela veut dire. Et encore une fois, tout a été dit dès le XVIIIe siècle, mais depuis lors, nous nous battons pour essayer de mettre en œuvre ces principes républicains. Et nous sommes très loin d'y avoir réussi. La République, ce n'est pas une idée du passé, elle nous vient du passé. Mais nous sommes très loin d'en avoir tiré toutes les conséquences sur le plan pratique. Et si nous essayions, par exemple, quand on nous parle de réforme de l'État, on en parle beaucoup, comme vous savez, de nous dire que serait un État républicain. Bien, je crois que nous voyons rapidement que nous n'avons pas fait vraiment l'effort de tirer toutes les conséquences de ce qu'est l'essence de la République. Nous passons maintenant à votre ouvrage « Le désenchantement du monde » que je cite ici simplement pour que vous nous disiez ce qu'est la religion de la sortie de la religion, parce qu'il y a parfois des contresens qui sont faits sur l'idée de sortie de la religion. Est-ce que la sortie de la religion dans nos sociétés occidentales, c'est la fin du religion en général? Évidemment, non. La thèse principale de ce livre, que j'ai essayé d'approfondir depuis, est que la religion, ce n'est pas ce que nous, modernes, mettons sous ce mot. Pour nous, la religion sont des croyances individuelles avec des conduites rituelles qui s'y associent. Ça, c'est une idée tout à fait récente de la religion. Elle a 2 siècles, à peu près. Dans l'histoire humaine, depuis d'aussi loin qu'on la connaisse, la religion, c'est tout à fait autre chose. C'est un mode d'organisation des sociétés, un mode d'organisation du pouvoir. Structuration. Oui, structuration collective. Voilà le mot qui désigne le passé religieux. Un pouvoir qui échappe à la décision collective, justement, il tombe d'en haut. Un type de lien entre les personnes obligatoire, parce que là aussi, il est hérité et déterminé du dessus. Hétéronomie. Hétéronomie. Et un rapport des sociétés dans le temps qui coïncide avec la tradition. Tout ce qui définit les règles, les coutumes, la manière dont nous y vivons est quelque chose qui arrive du passé, dont tous les modèles doivent continuer à nous inspirer. La thèse religieuse par excellence, c'est ce qui est, a été et sera, parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait. L'univers moderne, c'est sur tous les plans la sortie de cette structuration collective au profit d'une autre,
hein, où le pouvoir émane des collectivités, où les rapports entre les individus deviennent libres, contractuels, pour prendre l'exemple le plus simple, basés sur le consentement, où le passé de la tradition fait place à l'orientation vers l'avenir. C'est ce que nous appelons capitalisme. Le capitalisme, c'est le mode de gestion que nous avons trouvé pour produire du futur. C'est pourquoi il n'est pas simple d'en sortir. Non. Parce que, contrairement à une idée qu'on a entretenue avec un peu de légèreté pendant longtemps. Parce que c'est tout simplement la manière de produire le futur collectif, dans tous ses aspects. Quand se produit cet énorme basculement, qui dure 5 siècles, hein, à peu près, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain par acclamation sur la place publique. C'est-à-dire on sort de l'hétéronomie et de la structuration par le religieux vers l'individualisme contemporain et l'autonomie en une période de 5 siècles environ. À peu près. À peu près. C'est ça d'ailleurs. C'est la Renaissance à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, pardon. Et je crois qu'on peut interpréter la mutation planétaire que nous sommes en train de vivre comme une accélération de ce processus qui nous déconcerte complètement par ses conséquences, mais quand on le relie à la lumière de ce passé de la modernité, il acquiert, je crois, une lisibilité beaucoup plus grande. Qu'est-ce qui se passe pour... Alors, dans ce cadre-là, la religion cesse de déterminer l'organisation collective, d'y être associée. Elle devient effectivement une croyance des individus. Ça veut dire que son rôle dans la vie sociale, évidemment, diminue considérablement. Ça veut dire que le poids de ces croyances s'affaiblit, ce qui a fait croire un peu vite à certains que tout ça allait disparaître, c'était un reliquat qu'il fallait accepter temporairement, mais que la question était réglée. Évidemment que c'est faux. Évidemment que c'est faux, et on le voit spécialement dans le monde où nous sommes, où on pourrait dire nous assistons au passage, et c'est un événement extraordinaire, de la religion conformiste à la religion individuelle. La religion conformiste, c'est aller à la messe parce que ça se fait, et parce que c'est là qu'on va rencontrer ses voisins et qu'on pourra bavarder à la sortie. Ah, c'est des rituels sociaux. C'est des rituels sociaux. C'est l'organisation du cycle de vie. C'est le baptême, le mariage, l'enterrement. Hein, c'est ce qu'on peut appeler une religion conformiste, au sens où le problème n'est même pas de savoir si on y croit ou pas. La question, c'est de respecter les rites. C'est une religion de l'observance. Ce que nous voyons dans le monde contemporain, pour le meilleur et pour le pire, c'est le passage à une individualisation radicale de la croyance. Et on voit qu'elle ne disparaît pas du tout. Le christianisme d'aujourd'hui dans nos sociétés, c'est une religion de convertis. Ce n'est pas des gens qui... On parle sans arrêt des conversions à l'islam qui font beaucoup, qui étonnent. Mais c'est vrai du christianisme bien de chez nous tout autant. Ça veut dire que c'est là une démarche d'adhésion individuelle vers ce qu'on considère comme une source de sens pour sa vie à soi, qu'il ne s'agit plus d'imposer comme un cadre à la vie des autres, qui a une vitalité très grande et qui, à mon sens, est destinée à le conserver. Ce qui nous trompe, c'est que justement, aujourd'hui, seuls comptent les vrais croyants. Tous les gens qui, en fait, respectaient des usages dont le sens leur était assez indifférent, c'est fini. Ceux-là, ils ne vont plus à la messe. Et donc, ou ils ne vont plus à la synagogue, ou ils ne vont plus au temple, ils ne vont plus à la mosquée. Mais il y en a toujours qui y vont et pour qui c'est un sens déterminant de leur vie. Et il ne faut pas rêver que ça disparaisse. Et d'ailleurs, je dirais, en quoi ça nous dérange ? Dès lors, ça nous dérange à partir du moment, et c'est là où on arrive au sujet du fondamentalisme islamique, si vous me permettez de précéder votre question, oui. Quand on décrète que la seule loi qui vaille, c'est la loi qui émane de Dieu. Là commence la vraie question. Parce que tout simplement, on transgresse le principe fondamental de l'autonomie démocratique, qui est que toutes les règles de la vie en commun procèdent du consentement rationnel
des individus réunis en commun pour décider de leur sort. D'accord, alors simplement une question à ce stade. Il y a cette violence, il y a eu Charlie, il y a eu ce qui s'est passé le 13 novembre, etc. Et lorsque se produisent des événements aussi dramatiques, d'une violence absolument inouïe, on assiste en général à deux types de réactions. Il y a une réaction du genre « Ah non, c'est pas possible, c'est pas de la religion ». Ça ne peut pas être de la religion parce que la religion ne peut pas aller jusque-là. Et à ce moment-là, on entend parler de pas d'amalgame. Et je comprends qu'on puisse parler de pas d'amalgame parce que les 5 millions de musulmans qui vivent en France ne sont pas responsables de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo ou le 13 novembre. Mais d'un autre côté, s'il existe des religions qui ne sont pas, virgule, au contraire du christianisme, virgule, des religions de la sortie de la religion, et qui veulent rester dans cette structuration de la société par le religieux, le transcendant et l'hétéronomie. Hein, c'est bien ça. Hein. Comment vivre avec, dans une relative sérénité et je dirais un certain équilibre, si ces formes religieuses n'acceptent pas la vision de la société démocratique républicaine qui est sortie de la religion. Comment peut-on faire pour que ça fonctionne? Parce qu'à un moment, il faut que ça fonctionne. Alors on fait comment? Si j'avais la réponse, vous m'éliriez président de la République. Normal. Bon, ça nous épargnerait bien des discussions inutiles. Non mais le problème est bien là. Oui, nous sommes bien d'accord sur le problème. Il est évidemment difficile, et là, c'est le grand art politique qui seul peut nous en sauver, c'est-à-dire des équilibres extrêmement subtils entre des exigences qui ne vont pas spontanément ensemble. La vertu de tolérance et la fermeté dans la décision lorsque on considère que des choses essentielles sont en jeu. Et le discernement pour savoir où passe la frontière entre ce que nous pouvons accepter, même si ça nous dérange, parce que c'est pas dramatique, ça n'engage pas les principes constitutifs de notre vie à société, et ce qu'il faut absolument refuser. Donc ça, c'est le débat dans lequel nous sommes engagés et qui n'est pas près de se clore. Alors, je crois que nous payons à l'égard de ce problème de l'islam tout simplement notre sortie de la religion. La grande majorité des acteurs de nos sociétés, il faut bien le dire, ne savent simplement même plus ce que ça veut dire. Ça fait longtemps qu'on l'a remarqué. L'éducation nationale avait même engagé un programme d'enseignement du fait religieux qui n'a pas donné jusqu'à présent des résultats très convaincants, mais qui partait d'un constat très juste, c'est l'ignorance fabuleuse. Vous savez, pour être conservateur de musée, maintenant, on en est à faire des cours aux jeunes étudiants qui se destinent à ce métier de catéchisme, tout simplement pour qu'ils comprennent qui est la Vierge Marie, le crucifix, ça renvoie à quoi. Ils ne le savent pas, ils n'ont aucune raison de le savoir, tellement la culture ambiante s'est déchristianisée. Nous ne comprenons pas spontanément ce qu'est la religion dans son acception traditionnelle, dont l'islam n'est qu'un échantillon. Mais si nous étions confrontés à l'hindouisme, je ne pense pas que le résultat serait extraordinairement différent. Parce que précisément, il faut comprendre la situation historique qui est celle de l'islam, qui est complètement différente de la nôtre. Nous vivons sur l'acquis de ce processus de 5 siècles qui a été extraordinairement conflictuel, ne l'oublions pas. Une violence. Et qui a donné lieu à des débordements qui sont dans la mémoire nationale en France, sans aller très loin. C'est un processus que l'islam n'a pas connu et qui explique beaucoup de ce que nous observons au jour le jour. Alors, l'une de nos questions, et là, par exemple, moi, à mes yeux, une démarche essentielle dont on ne parle jamais, c'est faire entrer l'islam dans l'espace intellectuel moderne.
c'est-à-dire l'espace de la critique des religions, pas la critique des religions au sens de la volonté de les détruire ou de les éradiquer. La prise de distance. Mais tout simplement leur mise en perspective historique. Eh bien oui, en effet, c'est un travail qui a été fait en Europe au XVIe, au XVIIe siècle, qui a le nom critique biblique, où on a tout simplement établi que tout ça était l'œuvre très humaine de gens qui, sous une inspiration religieuse, néanmoins, n'étaient pas directement inspirés de Dieu. Le grand enjeu de la critique biblique, c'était ce qu'on appelait l'inspiration littérale de l'écriture, auquel il y a encore des gens qui adhèrent dans le cadre chrétien. Ils sont très marginaux, il faut le dire. Mais dans le cadre de l'islam, ce qui est pour nous une idée du passé est une idée vivante. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu dictée à son prophète. Évidemment que... L'islam se veut d'ailleurs une clôture des monothéismes précédents. Tout à fait. Alors je crois qu'il y a... Justement, il faut ce qui nous manque le plus, je crois que l'erreur capitale à ne pas commettre, c'est d'adopter un raisonnement juridique. Nous allons mettre dans la loi ce qui est permis, ce qui est interdit. C'est nécessaire en un certain point. Mais quand on fait des lois, il faut savoir pourquoi on les fait, à propos de quoi. Et c'est ce qui nous manque. Et je pense que cette démarche compréhensive, à l'égard de l'islam en particulier, nous permettrait d'éviter toutes sortes d'écueils. C'est aussi un problème de base politique, je dirais un problème policier, puisque nous sommes confrontés, l'islam en général, ça n'existe pas, d'autant plus que dans l'islam sunnite, il n'y a aucun clergé, aucune autorité spirituelle autre que locale, au contraire du définir. Ah oui, le schisme comporte le schisme iranien. Iranien. Oui, parce que là, il y a une histoire un peu particulière dans le cas, un clergé qui définit le licite, l'illicite. Ce n'est pas le cas dans l'islam. Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est une des portes ouvertes au fondamentalisme. Oui, c'est clair. Parce que chaque croyant peut se faire sa religion, décréter que tous les autres sont des impies, des crétins qui n'ont rien compris et qu'il faut liquider au plus vite, pour instaurer son orthodoxie, ce qui est évidemment beaucoup plus complexe dans le cadre chrétien que nous connaissons. Mais dans ces islams, nous avons affaire à un problème géopolitique, c'est-à-dire à l'action d'acteurs étatiques intéressés qui, par l'intermédiaire de leur communauté nationale musulmane, interviennent sur notre sol et pour lesquels c'est un intérêt politique essentiel. Appelons les choses par leur nom, un instrument de chantage à l'égard du gouvernement français. La Turquie, l'Algérie, le Maroc en particulier, mais le Pakistan n'est pas très loin, etc. Il y a toute une... Nous avons, à l'intérieur de l'islam, un mouvement extrêmement puissant qui s'appelle, qu'on connaît comme les frères musulmans. Ce qui a un rapport, d'ailleurs... Non, ce n'est pas des francs-maçons. Non, mais ils s'en sont inspirés. Au départ. Toutes mes excuses. Mais oui, mais parce que... Non, mais ça ne les assimile pas. Mais le modèle a joué un rôle. Enfin, on n'a pas la cote avec eux. Non, ça je m'en doute très bien. Vous n'avez pas besoin de me le préciser. Mais nous avons une société secrète, pour dire les choses, dont la particularité de ne pas être organisée sur le modèle que nous connaissons, mais qui est derrière une grande partie des problèmes que nous connaissons. Donc vous voyez, il faut tenir face, je ne fais qu'évoquer le cas, qui est extrêmement délicat à manier. Ce n'est pas un parti politique, c'est un groupement religieux, mais qui intervient partout. Et je veux dire, c'est aux frères musulmans que nous devons, à l'échelle du monde musulman, l'imposition de deux normes devenues identitaires pour les musulmans croyants aujourd'hui, la viande halal et le voile, qui ne sont aucunement des prescriptions coraniques au sens où on le revendique aujourd'hui, mais ils ont réussi ce coup extraordinaire de faire passer comme des normes religieuses ce qui est devenu des marques de séparatisme identitaire. C'est tous ces terrains-là qu'il faut manier à la fois.
Dans votre article sur les ressorts du fondamentalisme, qui est, encore une fois, je le redis, extrêmement intéressant, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails car ce serait très très long, et je recommande sa lecture à tous ceux qui s'intéressent à cette question, vous mettez en évidence que la seconde mondialisation, c'est-à-dire celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire pas la première, qui est la mondialisation de la colonisation. On est dans la, je dirais, c'est plutôt la mondialisation de la consommation. Consommation à la fois des biens et des valeurs de l'Occident. Et vous mettez en évidence que la rationalisation technoscientifique occidentale fabrique de la sortie de la religion. Et vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus. Je pense d'ailleurs que ressort du fondamentalisme, c'est d'une certaine manière une série de réponses que vous avez argumentées pour les objections qui vous ont été faites à l'époque, début des années 2000, 2005, 2006, 2006, 7, 8, puisqu'on objectait que Marcel Gauchet parle de sortie de religion. En fait, ce qu'on voit arriver, c'est un retour du religieux. Alors là, il y a le style New Age, d'une part, et puis d'un autre côté, on voit arriver des fondamentalismes extrêmement violents. Donc on n'est pas sorti du religieux, au contraire, c'est une sorte de retour du refoulé. Et l'analyse que vous en faites, au travers du phénomène de la seconde mondialisation, est passionnant. Donc cette rationalité occidentale fabriquerait de la sortie de religieux, quand bien même on voudrait la combattre, puisqu'en la combattant, on l'intègre d'une certaine manière. C'est votre thèse. Dites-nous quelques mots là-dessus. La démarche fondamentaliste, on peut la résumer très simplement. S'emparer des outils techniques, militaires de l'Occident pour les retourner contre lui. C'est ça le grand rêve. De façon à ne pas changer, à ne pas devenir occidental. C'est faire un usage a contrario des moyens occidentaux. Et ça, c'est l'illusion fondamentaliste, qui est une perspective relativement rassurante pour l'avenir. Parce que la vérité est qu'on ne peut pas s'emparer de ces moyens sans s'emparer à son corps défendant des outils intellectuels qui vont avec et des valeurs qui y sont associées. Je résume ça d'une formule qui vaut ce qu'elle vaut. La modernité est une offre qu'on ne peut pas refuser, comme celle de la mafia. Personne dans l'histoire n'a dit « nous, on ne veut pas de ça ». On ne veut pas de vos médicaments qui permettent de vivre plus vieux. On est très content de mourir jeune en mauvaise santé. Personne ne dit vos bagnoles, non, nous, nos chameaux, c'est beaucoup mieux. Ça va beaucoup plus vite. Et ainsi de suite. Et surtout vos chars d'assaut, qui sont absolument inutiles, avec notre sabre en fait, et notre fusil bricolé. Donc il y a une sorte de métabolisation des valeurs occidentales. L'appropriation occidentale est devenue une espèce de loi du monde. Alors, dès qu'on raisonne comme ça, on voit d'ailleurs une chose, c'est comme c'est une appropriation contrainte qui transgresse profondément les normes culturelles en vigueur dans sa société, c'est quelque chose qui, très logiquement, provoque un énorme ressentiment à l'égard des Occidentaux, qui ne comprennent pas cette chose simple. Alors quoi, on vous amène des biens qui améliorent votre existence, et vous nous détestez. Mais c'est très normal. C'est le volet répulsion, ça. Mais il y a un volet, il y a l'appropriation et la répulsion. Les deux vont ensemble, et c'est ça qui produit ces personnalités un peu troublées, que nous observons beaucoup dans beaucoup de domaines. On a fait 100 fois l'observation que énormément de cadres islamistes étaient des scientifiques. Mais c'est parfaitement compréhensible. C'est ceux qui sont le plus au contact des valeurs occidentales et de ces outils intellectuels qui ont le plus de motifs intimes de les rejeter sur un plan civilisationnel. Et donc de rêver, dans cette démarche d'escalade, de s'en saisir pour, au contraire, consolider le cadre culturel dont ils viennent. C'est une démarche parfaitement intelligible, en fait. Et je crois que, là aussi, on ferait déjà un grand pas si nous parvenions à avoir une idée claire des motivations de ces gens qui nous permettent simplement de parler avec eux, ce qui n'est pas le cas. On peut les comprendre. Ce n'est pas des monstres abominables, insensés,
Non, pas du tout. Et j'ai eu quelques occasions dans ma vie de vérifier ce point. C'est des gens avec lesquels on peut tout à fait parler. On n'est pas d'accord, mais néanmoins, ils sont très sensibles d'ailleurs au fait qu'on s'intéresse à leur motivation. C'est déjà un point très important. Et ces motivations sont intelligibles. Ce n'est pas un phénomène opaque qui nous mettrait devant une espèce d'abomination. C'est-à-dire on peut les comprendre intellectuellement, mais pas moralement. Ah, on ne peut que les combattre moralement. Et d'ailleurs, comme on sait bien, on ne choisit pas son ennemi. C'est lui qui vous déclare. C'est clair. Donc, à partir du moment où il vous déclare votre ennemi, vous n'arrivez pas en lui disant « vous avez raison ». Et contrairement à ce qu'a dit notre Premier ministre, comprendre, ça n'est nullement excusé. Mais c'est au contraire se donner un moyen de lutter plus efficacement contre ce qu'on comprend. Je vous pose la question. Faut-il en France, parce que alors, pour le compte, la maçonnerie en général, la Grande Loge de France en particulier, dans les années 1900, a été à la pointe de la laïcité de combat. Il s'agissait à cette époque de se battre, et la chose a réussi, ma foi, pour séparer les églises et l'État et faire en sorte que le spirituel n'interviennent pas dans le temporel. Ici, les citoyens et les esprits, là-bas les âmes, et les vaches seront bien gardées. Simplement, la question est la suivante. Aujourd'hui, nous vivons une période conflictuelle en matière de confrontation à une religion qui considère que dans ses fondamentaux, il lui revient de structurer la société, je reviens à vos formules de tout à l'heure, de structurer la société, de l'organiser. Alors, en gros, est-ce que cette laïcité qui est contenue dans la Constitution de 1958, mais qui est relativement floue, est-ce qu'elle devrait d'une certaine manière se durcir pour réussir à contenir les volontés, les énergies et le dynamisme qui est mis au service d'une religion qui voudrait à nouveau, non pas la sortie de la religion, mais une entrée dans une religion, et pour le compte agonistique. Alors, c'est ma dernière question. Question simple. Une réponse rapide. Je crois que nous sommes effectivement condamnés à une laïcité de combat. Ce n'est pas nous qui avons choisi le combat, c'est nos adversaires. Et à ce moment-là, il faut l'assumer, sans barguigner. Revenons une minute sur la loi de 1905. Oui, bien sûr. N'oublions pas qu'elle a été précédée de la mesure décisive qui enclenche la séparation, qui est en fait la suppression des congrégations enseignantes, au nom du droit de la République à enseigner. C'est le moment de s'en souvenir. Notre arme principale du combat laïque, c'est l'enseignement. Et là, je crois qu'on voit bien qu'il y a un flottement dans l'esprit de nos gouvernants. Ah, c'est clair, oui. Pour le moins. Et ils font de graves erreurs, à mon sens. Mais il faudrait, peut-être aura-t-on l'occasion d'en discuter. Deuxième chose, la loi de 1905, elle est à double détente. C'est une loi donc, qui marque la démarcation de deux domaines, mais c'est aussi une loi d'inclusion. Qui a très bien fonctionné, qui a très bien fonctionné dans la mesure où, justement, ce n'est pas une loi d'intolérance. Pas d'exclusion non plus. Non, ce n'est pas une loi d'exclusion, c'est une loi de séparation. Et tout l'art, qui a été celui du législateur, et ça a été obtenu de haute lutte, et ensuite des gouvernants qui ont eu à mettre en œuvre cette loi dans un contexte ultra conflictuel, c'est de marier les deux. Il y a là ce que les Américains appellent un mur de séparation, un mur. Là-dessus, on ne revient pas. Mais ce mur n'est pas fait pour vous rejeter, il est fait au contraire pour vous incorporer dans l'espace républicain, pour vous inclure. Et c'est évidemment ce deuxième volet qu'il ne faut pas oublier. Laïcité de combat, ça ne veut pas dire... anti-religieux. Non, c'est la démarcation des domaines au profit d'une participation, en gros, le contrat laïque. Il y a un contrat tacite dans la laïcité, qui est de dire « nous n'accepterons pas la loi de Dieu, mais en tant qu'individu, citoyen,
vous allez participer à la définition de la loi collective, y compris en y amenant vos valeurs religieuses dans cette démarche collective. C'est là où personne ne va disqualifier dans nos sociétés quelqu'un qui dit en tant que chrétien, je considère que telle ou telle loi ne me convient pas. C'est parfaitement son droit. C'est ce qui se produit d'ailleurs. Hein. L'Assemblée nationale consulte régulièrement les familles. Bien entendu, et c'est parfaitement normal. Et c'est normal. Mais c'est au titre de valeurs impersonnelles, tout à fait respectables, qui n'impliquent pas la prétention de définir la loi qui doit prévaloir dans l'espace public. Donc, dans la laïcité, il y a un échange entre la renonciation à faire prévaloir la loi religieuse particulière dont on se réclame et la participation au processus citoyen de définition de la loi en commun. Et ça, dans le cadre français, ça a très bien fonctionné, c'est l'épisode décisif de l'enracinement de la République. C'est la scène qui nous reste à rejouer et qu'il faut aborder avec une bonne conscience de ces enjeux. Mais c'est un combat, ça ne se passera pas tout seul. Dont on a le sentiment parfois que les enjeux ne sont pas clairement perçus. Voilà. Non, mais parce que quand un principe a gagné, il est oublié. Il devient une espèce d'inconscient collectif. Et là, ce qui nous est demandé, c'est de revenir à nos fondamentaux. Se remobiliser. Mais oui. C'est clair. Marcel Gauchet, merci et bravo pour votre conférence.